Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. J'ai découvert Laure il y a 2 ans. Je me baladais sur LinkedIn et je suis tombée sur une magnifique vidéo qui m'a fait découvrir le projet de Laure, Zeta, des baskets recyclées fabriquées à partir de marc de raisin. J'ai été immédiatement captivée par Laure, dans sa salopette, qui raconte la jeunesse de son projet et qui nous emmène dans ses ateliers au Portugal. Petite, Laure adorait déjà la mode. Elle découpait des vêtements dans le magazine La Redoute. Elle voulait devenir styliste. Durant ses études, elle fera d'ailleurs des stages dans l'univers de la mode, aux Pays-Bas, au Cambodge et au Pérou. Dès ses 18 ans, cette envie d'entreprendre et de liberté commence à prendre beaucoup de place dans sa tête. Laure n'a aujourd'hui que 25 ans et a déjà créé de multiples projets. Marques de t-shirts, applications, laveries collaboratives, mais ce sont des projets qui n'ont jamais abouti. En rentrant de son stage au Pérou, elle n'a qu'une envie, prendre un sac à dos et partir voyager, découvrir le monde et différentes cultures. Elle arrête alors son master pour faire 1 année de césure, mais elle reviendra ensuite sur cette décision pour reprendre son master en cours d'année et obtenir son master 2. C'est durant cette dernière année d'études qu'elle sent que c'est le bon moment pour lancer le projet qui changera sa vie. Laure vient d'une fratrie de 4 enfants, avec des frères et sœurs au parcours plutôt classique et brillant. Ça n'a donc pas été toujours simple pour Laure de sortir des sentiers battus. Des peurs, des doutes, des remises en question, mais elle n'a rien lâché. Elle est allée au bout. Durant cet échange, elle nous démontrera à quel point s'entourer est clé dans la vie d'un entrepreneur. Vous comprendrez ce qui a fait le succès quasi immédiat de Zeta, pourquoi Laure a fait le choix de fabriquer des chaussures en marc de raisin, et vous découvrirez toutes les étapes de ce beau projet. On dit qu'un bon plat est un plat fait avec amour. Alors comme l'explique Laure, est-ce que finalement le vrai secret d'un bon projet serait tout simplement de le faire avec le cœur ? Bonjour Laure. Bonjour Sandra. Comment vas-tu ? Super, merci. Merci pour l'invitation, je suis ravie d'être là. Eh bien écoute, moi aussi. Il faut savoir, Laure, que je suis très très contente de te recevoir sur le podcast Les Locomotives, mais juste pour te raconter un petit peu comment je t'ai connue, et après tu vas te présenter bien évidemment. Je t'ai découvert en fait, et tu nous en parleras tout à l'heure, grâce à une vidéo, je crois, sur LinkedIn, où tu faisais justement la promotion du projet que tu venais de lancer sur Ulule, grâce à une campagne de crowdfunding. Et c'était une très très belle vidéo, on te voit marcher, tu expliques un peu le concept, on découvre un peu l'univers en fait de ta marque, tu nous expliqueras tout à l'heure. Et en fait à ce moment-là, pourquoi je te dis ça, c'est parce que vraiment à ce moment-là je me suis dit non mais attends, mais c'est qui c'est qui cette Laure? Elle a l'air toute jeune, sa vidéo est incroyable, cette fille est brillante. Je me suis vraiment dit ça, et après je t'ai suivie sur LinkedIn, etc. Que des Du coup éloges. Laure, ah ouais, non mais vraiment c'est sincère, je tenais vraiment à te le dire parce que ça m'a vraiment marqué. Du coup Laure, pour celles qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît en quelques mots? Avec plaisir. Je m'appelle Laure, j'ai 25 ans et je suis la fondatrice de Zeta, qui est une marque de baskets recyclées. Je suis angevine, j'ai grandi dans la campagne d'Angers et je suis arrivée à Bordeaux il y a environ 6 ans, et j'ai jamais quitté cette ville. J'en suis tombée amoureuse et depuis donc je suis installée à Bordeaux, avec mes équipes. Génial. Bon alors du coup, on va évidemment, comme toujours dans le podcast, revenir en arrière dans ta vie pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé, Laure, parce que tu as quand même lancé ce projet, tu étais encore étudiante. Est-ce qu'on peut vraiment revenir encore plus loin et se demander du coup, est-ce que vraiment dans ta vie, tu avais pensé un jour créer un projet de cette envergure? Est-ce que tu as toujours eu l'esprit entrepreneur? Est-ce que tes parents sont entrepreneurs? Est-ce qu'on peut revenir un petit peu, je ne sais pas à quel moment de ta vie, mais qu'on essaie de comprendre déjà qui était la Laure plus jeune? Pourquoi tu as choisi de faire une école de commerce? Est-ce que tu avais pensé lancer un tel projet quand tu serais étudiante?
qu'on comprenne un petit peu déjà, qui tu es et comment tu as fait ce cheminement, en fait. Ouais. J'ai pas grandi dans une famille d'entrepreneurs. Mes 2 parents sont instituteurs, donc on va dire que j'étais pas vraiment prédestinée à suivre la voie, ni du commerce ni de l'entrepreneuriat. Mais j'ai toujours été une petite fille, si on remonte vraiment à l'enfance, une petite fille, créative. Je peignais beaucoup, je dessinais, j'adorais la mode, je découpais les vêtements dans les catalogues, La Redoute qu'on recevait, chaque saison. Mmh, génial. C'est ces catalogues La Redoute que tout le monde recevait, Oh oui. à l'époque de la mode à distance et donc j'ai toujours été passionnée par ça. J'ai voulu être styliste, quand je suis sortie du lycée. C'est la voie que je voulais, vers laquelle je voulais me diriger et il fallait aller à Paris ou à Cholet. Et moi, j'avais envie de rester à Angers, j'étais pas encore prête à partir. Donc je me suis dit: «Je vais aller vers du commerce» et je me spécialiserai plus tard, par des stages, dans le secteur de la mode. Et c'est ce que j'ai fait puisque j'ai fait, d'abord un BTS. Je suis partie aux Pays-Bas dans une entreprise de chaussures où j'ai eu ma première expérience, et ensuite je suis arrivée à Bordeaux. Pardon, je suis arrivée à Bordeaux, où j'ai fait une école de management public, et où j'ai continué à me spécialiser dans l'industrie de la mode, de la chaussure, avec un stage au Cambodge, un stage au Pérou, et je me suis vraiment rendu compte que c'était ce que je voulais faire. Ça me passionnait et ça me passionne toujours, et à partir de mes 18 ans, j'ai toujours eu cette volonté d'entreprendre. Alors je ne sais pas pourquoi, peut-être cette envie de liberté, de me dire que je pourrais, faire tout ce que je voudrais et que je pourrais surtout travailler, sur un tas de sujets différents, sans me limiter à un poste en particulier. Et donc il y a eu différents projets entrepreneuriaux tout au long de mes études. Une marque de t-shirt, Ah un oui! il y a eu pas mal de choses. Une marque de t-shirt, une application mobile, un projet de laverie J'adore. collaborative et en fait, je suis jamais allée au bout des projets. Ça s'est arrêté au business plan ou au prototype. Je me sentais pas prête et ouais, c'était pas forcément le bon projet ni le bon moment. Et puis finalement, en dernière année de master, juste avant de se lancer dans le monde du travail, je me suis dit: «OK, là, c'est le bon moment. J'ai une idée en tête, j'ai un projet qui fait sens, j'ai envie de me lancer». C'est drôle, tu vois, j'adore. C'est pour ça que j'adore demander, un petit peu d'où ça vient, qu'est-ce que tu as vécu, en amont et cetera et c'est marrant du coup de se rendre compte que tu étais déjà une sorte de petit génie avec plein d'idées, que tu as essayé de lancer plein de choses. C'est drôle. Est-ce que, du coup, si on revient un petit peu encore en arrière, est-ce qu'à l'école, tu avais, cette place, un petit peu de 1 de la classe ou alors est-ce que pas du tout, l'école, c'était vraiment pas fait pour toi et que tu te sentais pas à ta place? Non, j'adorais l'école. J'adorais l'école, j'étais passionnée par, le français, l'art plastique. Je me passionnais pour l'art plastique, je Ah passais bah ouais. des heures à rendre des projets. C'est vrai que c'est une question qu'on me pose pas souvent, mais finalement, on retrouve plus certains traits de ma personnalité si on remonte, bien plus loin en arrière. Mais j'adorais le français, les langues, j'étais plutôt douée pour, l'anglais, l'espagnol. Heu et finalement, ce qui est assez chouette, c'est que je retrouve tout ce que j'aimais faire quand j'étais plus jeune dans mon métier. Donc ça, c'est Exactement. formidable. Le côté créatif, le côté relationnel, le fait de pratiquer plusieurs langues, la communication que j'adore aussi. Donc c'est ouais, ouais, c'est assez chouette de pouvoir tout combiner en un seul métier. Mais bien sûr. Hem, Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est important de se demander: «OK, qu'est-ce que j'aimais quand j'étais petite, quand j'étais petit? Qu'est-ce que j'aimais faire? Absolument, Qu'est-ce que je savais faire?» Et c'est comme ça souvent exactement. qu'on trouve vraiment, qu'on est aligné en fait dans sa vie professionnelle. Ouais, mais ce qui est Heu, assez compliqué parce qu'au final, quand on nous demande à la sortie du lycée, dans quelle voie est-ce que tu vas t'orienter? Moi, typiquement, j'avais fait une filière littéraire, hem et en fait, c'était très compliqué parce il y avait 2 options qui s'offraient à moi. C'était soit de la fac de philo ou la fac de langue. Et en fait, je me voyais dans aucun des 2 secteurs et on m'avait jamais parlé du commerce parce que j'avais arrêté, les maths, et l'éco, à partir de la seconde. Donc c'était assez compliqué et finalement je me suis dit: «Bon, c'est pas pour autant que je vais me fermer des portes» et j'ai décidé de m'inscrire ce BTS que j'ai adoré, qui m'a les études m'ont vraiment passionnée pour le coup, je peux le dire, et finalement voilà, faut pas se fermer de porte non plus.
Bien sûr, non, non et de toute façon, c'est normal aussi de tester, de se rediriger. Il faut bien qu'on comprenne, en fait, au fil des années, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire et comme tu dis, Mmh, c'est pas simple. Quand on sort tout à du fait, lycée, on est paumé, quoi. Enfin, clairement. je comprends tout à fait ce que tu dis et donc pour résumer, tu n'as jamais été salarié. Si, j'ai été salariée, parce que j'ai fait une année de césure entre mon M1 et mon M2, justement parce que j'étais un peu perdue. J'ai beaucoup, beaucoup voyagé, durant mes études et j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui me suivaient, dans tous mes on va pas appeler ça des caprices, mais qui m'ont suivie un peu dans toutes mes aventures. J'ai fait les Pays-Bas, c'était à chaque fois en stage, donc les Pays-Bas, le Cambodge, le Pérou et donc je suis rentrée de mon dernier stage, au Pérou, et je me suis dit, «OK, je vais arrêter les études, j'ai envie de voyager. J'ai envie de passer, 5 ans sur la route à voyager en sac à dos, à faire du backpack, à faire du woofing, à travailler dans les fermes, dans différents, secteurs». Mais j'ai plus envie de continuer les études, même si ça me plaît, mais j'ai envie de prendre du temps pour moi et de, rencontrer des gens, voir ce qui se passe ailleurs, en fait. Rencontrer d'autres cultures, aller à la rencontre d'autres cultures et voir ce qui se passe ailleurs. Et donc j'ai pas décidé de poursuivre mon M2. Je me suis arrêtée au M1, j'ai pris une année de césure et donc l'objectif, c'était de travailler 4 mois, mettre de l'argent de côté et repartir. Et donc j'ai travaillé 4 mois en tant que commerciale, dans une, dans une entreprise de voyage, comment on appelle ça? Hem, De séjour, séjour linguistique. organisé? Ouais. Ouais, c'est ça, Ah! séjour linguistique pour les jeunes, exactement. OK. Et donc ça a duré 4 mois et en fait, ça m'a fait réaliser, que j'adorais le voyage, ça c'était certain, mais que j'avais toujours ce désir d'entreprendre qui n'était pas éteint. Et donc je me suis fait un peu poussée par mes amis qui m'ont dit: «Mais c'est pas grave, essaye de rappeler l'école, leur demander si peux reprendre les études à la rentrée pour terminer ton master et tu ça te remettra dans le bain au moins, des études, du rythme et puis tu pourras te lancer à ce moment-là». Et donc j'ai fait 6 mois à peu près, en tant que salariée dans cette entreprise. Puis j'ai arrêté et en septembre 2020, j'ai repris ma dernière année de master, décidée à lancer mon projet. Tu dis d'ailleurs que tes parents t'ont supporté, t'ont soutenu. Est-ce qu'ils t'ont soutenu du coup dans toutes tes idées de projet et surtout dans cette dernière et du coup the one and only? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'ils étaient à fond? «Ah ouais, ma fille, super, vas-y», comment ça s'est passé pour toi au niveau de ton entourage? Hem, Mes parents voyaient que j'avais beaucoup de projets, mais que j'allais jamais au bout de Eh ces oui! projets-là. Donc quand j'ai annoncé qu'il y avait un énième projet, que j'avais envie de lancer une marque de basket en raisin, mon père m'a dit: «Bah, écoute, fais et on verra après». Bon, bien sûr, ils me soutenaient, mais en fait, ils avaient besoin d'une preuve pour, voilà, pour voir ce que j'annonçais, Oui. surtout que le projet était un peu innovant, était un peu fou, et ils avaient peur surtout. Ils avaient très envie que, voilà, j'arrête le voyage, j'arrête, d'avoir 1000 idées et que j'arrive pas à me poser et ils m'ont dit, «Voilà, essaie de trouver un CDI, mets un peu d'argent de côté, acquiers de l'expérience parce qu'au final, tu n'as que, 5 ans d'études. Voilà, il y a quelques stages de temps en temps, mais tu as pas suffisamment d'expérience pour te lancer seul dans l'entrepreneuriat. Et puis donc travaille un peu et tu te lanceras dans quelques années quand tu seras, mûr pour ça». Et moi, je savais que c'était pas j'avais pas envie de ça. J'avais pas envie d'être salariée, j'avais pas envie d'attendre. L'idée, je la trouvais bonne et j'avais envie de la lancer maintenant. Et donc, bon, j'ai été un peu à l'encontre de ce qu'il me disait et donc j'ai fait mes recherches dans mon coin. J'ai fait mon business plan dans mon coin et j'ai bien fait parce que un an après, quand, je me suis lancée c'était en septembre 2020, la campagne de crowdfunding, mon père m'a dit qu'il était très fier. Et Oh, c'est trop et donc beau. et c'est le plus beau des compliments qu'on puisse recevoir et j'attendais quand même l'approbation de mon papa. Ma mère a toujours été elle m'a beaucoup, beaucoup soutenue durant cette année où j'ai monté le projet parce que, j'ai entrepris seule, donc il y a eu beaucoup de moments de doute, de moments où j'étais triste, où j'avais envie d'abandonner et elle, elle était toujours là. Et elle m'a répété cette phrase, que je me répète encore. Elle m'a dit, «Si c'était facile, tout le monde le ferait». Et donc je me répétais cette phrase en boucle et en me disant que je devais aller au bout de ce projet. Donc elle a toujours été là et mon papa un peu plus sur la réserve
Et donc voilà, quand il m'a dit cette phrase, qu'il était fier, le jour du lancement, heu, je me suis rendu compte que j'avais pas fait tout ça pour rien non plus. J'avais besoin de reconnaissance, ça c'est sûr. Bien sûr, et je pense qu'on a toujours, plus ou moins besoin de la validation de nos parents. Heu, Exactement. Surtout quand on prend des décisions qui vont à l'encontre de leurs, conseils, de leurs recommandations. Clairement, au bout d'un moment, on a envie de leur prouver: «Bah, regarde, regarde, j'ai pas fait ça pour rien, regarde où j'en suis aujourd'hui». Ouais, tout à fait et puis en plus, tu vois, nous on est 4 enfants. Ma grande sœur a suivi un parcours assez classique, mais elle a très bien réussi, elle est magistrate. Mon frère, est commercial, il a une voilà, il a eu un parcours très classique un CDI dans une jolie boîte. Moi, je suis la troisième, donc j'avais un peu l'impression d'être le vilain petit canard qui Ah! voyageait à droite à gauche, et j'avais envie de leur prouver que même si je suivais pas un chemin, classique, je pouvais aussi m'en sortir. C'est beau, c'est beau. C'est je trouve ça génial, surtout de montrer, bah, que tu es dans une grande fratrie, que tu as pris une branche complètement différente de tes grands frères et sœurs. C'est super, c'est super. Ça montre, tu vois, c'est important ce genre d'échange parce que ça montre en fait aux éditrices qui nous écoutent, qu'on peut avoir des exemples dans notre famille où on pense que c'est la bonne direction, la bonne voie à prendre parce que c'est des gens qui ont réussi dans un schéma classique. Mais c'est pas parce qu'on est différente qu'on est moins bien ou qu'on ne va pas réussir sa vie ou qu'on va pas réussir à faire ce qu'on a envie de faire. C'est Je pense qu'il exactement faut ça. s'écouter. Ça, c'est Exactement. important. Et tu vois, mes parents me l'ont dit, quand on en a rediscuté ensemble il y a quelque temps, ils m'ont dit: «Mais en fait, peu importe la voie que tu aurais choisie, l'important c'est qu'on te voit heureuse». Et au Oh, final, on c'est se trop rend beau. compte ouais, mais on se rend compte qu'au final, peu importe le chemin, que ce soit, un métier manuel, que ce soit voilà, se lancer en entrepreneuriat ou suivre un schéma classique dans une grosse boîte, peu importe, c'est pas ce qui compte pour eux. C'est trop beau. En tout cas, j'aime tes parents, Laure, je tiens à le dire ouvertement. Non, Je les aime déjà. j'aime beaucoup ouais, ils ont une belle ouverture d'esprit et ouais, moi aussi j'aime beaucoup leur discours. C'est magnifique. Franchement, quand on est parent et qu'on a compris ça, qu'il faut, avancer main dans la main avec nos enfants, peu importe dans la direction dans laquelle ils souhaitent avancer et que finalement le plus important c'est leur épanouissement, qu'ils soient heureux, on a tout compris. Enfin, pour Ouais. moi, enfin bref, on pourrait en parler des heures de ce sujet, c'est un sujet qui me passionne. Mais du coup, très, très intéressant de voir la manière dont ton entourage t'a soutenu parce que je remarque quand même quelque chose, c'est que l'entourage joue une force, mais enfin énorme en fait dans la vie d'un Ouais, entrepreneur. totalement, C'est énorme. totalement. Heu, Est-ce que justement, pour faire une petite transition avec ça, donc tu m'expliques, tu as fait ton business plan dans ton coin, tu t'es débrouillée toute seule, tu t'es un petit peu, formée, si j'ai bien compris. Oui. Est-ce que tu as quand même eu, je sais pas, des mentors qui ont ou des «experts» entre guillemets qui t'ont entourée pendant cette phase-là de construction de ce projet? J'ai rejoint, l'incubateur étudiant de l'école, donc quand j'ai repris mon année de master 2 à la rentrée de septembre 2019. Et donc j'avais un rendez-vous mensuel avec une tutrice, qui s'appelle Marjorie, qui m'a beaucoup accompagnée, durant cette année. Autant sur le plan pro que sur le plan perso parce que, voilà, il y a des moments où c'est dur, on le sait. Se lancer seul en plus, c'est pas facile. On n'a personne vers qui se tourner quand on a, besoin de prendre une décision ou quand on a un doute sur quelque chose. Donc c'était super, et j'ai essayé en fait d'aller demander de l'aide un peu partout, que ce soit dans des structures, publiques à Bordeaux, des associations. J'étais un peu tapée à toutes les portes en me disant: «Je vais essayer d'avoir le plus d'aide possible et de conseils». Il faut surtout pas avoir peur de s'entourer et de demander de l'aide parce que, il y a plein de compétences qui nous manquent et parfois se former en autodidacte, sur internet, sur YouTube, c'est pas toujours suffisant. On a besoin d'avoir des retours d'expérience. Il faut pas non plus hésiter, ça je l'ai pas forcément fait au début, à demander des retours d'expérience à des personnes qui se sont lancées dans le milieu en fait, qui ont créé leur boîte par exemple, et c'est toujours bénéfique. Donc ouais, s'entourer, ça fait partie des clés de la réussite, d'un entrepreneur. Mais complètement. Je pense que ça nous fait gagner beaucoup de temps et ça nous évite beaucoup d'erreurs. Exactement et C'est, on se sent moins seul aussi. oui, c'est très vrai. Justement, d'où t'est venue cette idée? Enfin, que moi, c'est ça qui m'a donc quand j'ai vu cette vidéo sur LinkedIn, je m'en souviens très bien, c'est très belle vidéo. D'ailleurs, tu me donneras les coordonnées Merci. de ton monteur parce que franchement, c'était incroyable. D'où t'est venue cette idée? Tu t'es dit: «Attends, viens, je vais faire des baskets en raisin», quoi. Pourquoi? Est-ce que tu peux nous expliquer? Je savais que je voulais me lancer dans la mode.
Dans la chaussure, pas forcément au début, mais dans la mode, je le savais. Donc j'ai fait un peu un état du marché, et je me suis rendu compte qu'il y avait déjà beaucoup de marques de vêtements recyclés, et qu'il y en avait pas forcément besoin de plus. Mais en ce qui concerne la basket qui est un produit super impactant, sur l'environnement et sur les hommes et qui est porté par, une majorité de personnes maintenant, peu importe les générations. Pour la basket, il y avait des alternatives responsables, mais pas entièrement recyclées. Il y avait pas d'alternative 100 recyclée, 0 déchet. Et donc je me suis dit: «Bon, beh, peut-être qu'il y a un créneau à prendre à ce niveau-là». J'avais fait tous mes stages dans cette industrie, donc j'avais pu voir un peu, les enjeux sociaux et environnementaux. Il fallait donner un nouveau sens à ce produit-là et en faire une alternative beaucoup plus propre et beaucoup plus propre et beaucoup plus respectueuse, des hommes. Donc j'ai commencé à faire mes recherches, à comprendre comment est-ce qu'on fabriquait, une paire de chaussures. À bien définir le concept du produit, donc une basket zéro déchet, entièrement fabriquée à partir de déchets qui vont être revalorisés. Et puis j'ai cherché, chacun des composants, recyclés, pour cette chaussure. Donc pour l'extérieur, pour la semelle intérieure, petit à petit. Et puis finalement, je suis tombée sur cette matière en raisin qui est fabriquée en Italie à partir des déchets de la production de vin. Et ça répondait parfaitement à l'idée de zéro déchet puisqu'on réutilise les restes de la production de vin pour en fabriquer une nouvelle matière et en plus de ça, le raisin pour une marque bordelaise, ça me paraissait évident. C'est génial. Alors justement, comment on transforme du marc de raisin en cuir vegan? C'est quand même, C'est assez fou comme process, ouais. bah oui, j'imagine. En fait, ce sont donc tous les restes qui vont être récupérés, donc ce qu'on appelle le marc de raisin, les peaux, les résidus, les pépins, qui vont être mis de côté, déshydratés dans des fours pour en extraire l'humidité et ensuite ça va être broyé en une fine poudre avant d'être intégré à de l'huile végétale et d'autres matières. Ça va devenir une pâte qui ensuite va être teinte avec différents colorants selon la couleur qu'on veut leur donner, puis étalée pour être séchée et ces longs rouleaux de faux cuir, vont être envoyés directement dans notre usine au Portugal, pour être découpés, et assemblés sur la chaussure. C'est génial. Je suis sûre que ce genre de process, enfin tout le côté, production te passionne, non? Ouais, c'est vraiment le cô ce qui me passionne le plus, c'est le côté développement produit. Me dire: «Je pars d'un dessin, je pars d'une idée, je vais chercher les matières, je vais lui donner vie et à la fin, je vais pouvoir tenir ce produit entre les mains». C'est assez illimité en termes de processus créatif parce qu'on peut aller toujours plus loin, à la fois dans le design, mais aussi dans la fabrication. C'est-à-dire qu'on peut toujours se remettre en question quant aux matériaux qu'on utilise. On peut toujours chercher plus loin, et c'est ce qu'on a fait pour notre premier modèle, tu vois? On s'est pas arrêté seulement aux parties visibles, mais on a aussi cherché des alternatives, recyclées pour des parties non visibles comme, la colle qui est fabriquée à partir de latex revalorisé Mmh. ou encore, ce qu'on voit pas dans la chaussure, ce sont les contreforts, les parties un peu en carton qui vont permettre de donner la silhouette et la forme à la chaussure, et ça, c'est du carton recyclé. Donc en fait, c'est vraiment une recherche perpétuelle de d'amélioration, de se dire: «Comment est-ce que je peux faire mieux et comment est-ce que je peux améliorer mon produit?» et c'est ça qui me plaît au quotidien. C'est génial, effectivement, ça franchement, ça a l'air vraiment passionnant. C'est vraiment top ce que tu as Ça fait. l'est, ouais. Bon, en tout cas, j'imagine que énormément d'entrepreneurs, d'entrepreneuses, ont souhaité lancer, des projets similaires de chaussures, véganes, recyclées et cetera. Comment tu expliques que toi, ton projet, donc Zeta Shoes, ait vraiment explosé très vite? Parce que clairement, il y a eu un succès qui a été, très rapide. En plus, pendant le covid, j'ai l'impression que le covid t'a un petit peu poussé finalement, t'a Ouais. aidé. Mais comment t'expliques pourquoi toi? Pourquoi toi? Pourquoi Zeta, et pas un autre? On me pose souvent la question, mais malheureusement, j'ai pas Ah, c'est vrai? il y a pas de secret. Il y a pas de secret. Je pense que le projet est arrivé au bon moment. Il est arrivé juste après le premier confinement. On a lancé la campagne en septembre, ouais, donc c'était juste après le confinement, là où les gens avaient commencé à s'interroger sur, leur manière de consommer. Consommer le plus propre, plus justement, en s'intéressant à la composition, à la traçabilité. Donc il y avait déjà un cheminement, et une évolution des habitudes de consommation. Et le produit était prêt, on dit time to market, mais il est arrivé au bon moment, hem et ouais, je pense que, il répondait à un vrai besoin, hem et ce qui a séduit, oui, c'est sûrement le design, mais aussi
toute l'histoire qu'on racontait derrière, à travers la vidéo notamment. L'histoire du produit, l'histoire des artisans, parce qu'au final j'étais pas toute seule à me lancer, il y avait une vingtaine d'artisans, formidables au Portugal, derrière moi qui étaient à fond aussi pendant toute la campagne. Et je pense qu'il y a eu peut-être aussi, quelque chose de vrai dans ce projet, parce que j'ai essayé vraiment de le faire avec le fond du cœur et de faire les choses du mieux possible et j'ai l'impression que les gens l'ont ressenti. Et là où voilà, on voit beaucoup de greenwashing, on voit beaucoup de marques qui essayent de vendre des produits qui voilà, qui répondent pas toujours à certaines exigences. Peut-être que les consommateurs ont senti que, pour une fois, il y avait un peu de vrai dans ce produit ou dans ce projet. Mmh, complètement. Et d'ailleurs, ce qui me vient à me poser la prochaine question, donc dans cette fameuse vidéo, parlons-en justement. On te découvre. Donc moi, j'ai quand même une petite, une petite, idée. Enfin, bien sûr, tes produits, enfin tes chaussures sont en plus d'être, recyclées et cetera, le process est génial. Tu mets toute l'histoire en avant, les artisans comme tu l'expliques. Mais je pense aussi que ce qui a aidé, c'est de voir tout de suite ton visage, en fait, la personne qui se cachait derrière la marque, donc toi. On parle beaucoup en ce moment de personal branding, à quel point c'est Ouais, important, à quel point aujourd'hui le consommateur achète pour une personne et non plus pour un produit en fait. Donc ça c'est hyper important et je pense qu'à travers cette vidéo, tu as tout de suite dégagé énormément de sympathie. On s'est dit non mais je l'adore, je la connais pas mais je l'adore, c'est comme ça. Je sais pas quel est donc c'est un petit peu difficile pour toi j'imagine d'avoir une opinion là-dessus, mais est-ce que tu penses que ça a joué en partie dans le succès de ton lancement? c'est possible. Oui, oui, c'est je pense que et ça revient à ce que je disais avant, c'est qu'il y a un côté très vrai aussi quand on se montre en avant et quand on montre là où les personnes qui sont derrière le projet. Maintenant les marques, se créent, on ne connaît rien de l'histoire, ni des fondateurs, ni des équipes. Alors encore que, maintenant c'est de plus en plus fréquent de faire du personal branding, mais il y a encore des marques qui se lancent sans rien raconter d'histoire et en fait en proposant simplement un produit. Je pense que ça va bien au-delà de ça. Un produit, c'est, ce qu'il est, mais c'est aussi, tout le process de fabrication qu'il y a eu, les personnes qui en sont à l'origine et quand je dis les personnes, c'est pas uniquement le fondateur, mais c'est aussi, les artisans ou, ouais, ou les personnes qui le fabriquent, qui sont plus du tout mis en avant maintenant. Hem, donc il y a un côté vraiment de transparence qui est super important maintenant. Et oui, le personal branding, je pense que ça a forcément joué. C'est quelque chose qui est pas facile et de base, c'était absolument pas une stratégie et ça l'est pas vraiment encore. Mais c'est en échangeant avec, le responsable d'un incubateur qui m'a dit: «Écoute, il y a plein de marques de baskets éco-responsables sur le marché». Alors je lui ai dit: «Oui, mais moi, tu vois, c'est pas seulement une marque éco-responsable, j'ai fait les choses plus loin, j'ai poussé les choses plus loin. Le produit, il est bien plus propre que d'autres marques». Il dit: «Oui, mais ça, les gens vont pas le voir. Les gens vont pas forcément s'attarder à ça. Il faut que tu te mettes en avant et que tu transmettes l'histoire à travers toi». Et je lui dis: «Mais je m'en sens pas capable, je j'aime pas faire des stories, faire enfin, me mettre en avant comme ça, je vais pas y arriver». Il m'a dit: «Essaye progressivement, essaye via LinkedIn, peut-être qu'écrire au début, ce sera plus simple» et c'est ce que j'ai fait et en fait, tout simplement, j'ai commencé par raconter des histoires, des anecdotes ou des moments, de ma vie d'entrepreneur sur LinkedIn et puis après, j'ai commencé à faire des stories pour raconter le processus créatif de Zeta et puis finalement la vidéo de lancement, le jour J et en fait, oui, c'est vrai que maintenant les gens associent Zeta à l'or. Alors parfois c'est un peu compliqué, parce que j'aimerais qu'on me détache aussi de la marque. Je suis une personne, hem, avant la marque, heu et c'est pour ça que je trouve ton podcast hyper intéressant parce que tu essaies justement de bien détacher les 2 et de dire que voilà, la marque et la personne sont 2 entités distinctes et et oui, je pense que du coup, le personal branding, ça permet aux consommateurs de voilà, de percevoir le qui se cache derrière la marque. Bien sûr, et c'est important et d'ailleurs tu parles donc c'est marrant, merci de nous raconter tout ça avec transparence, donc cet échange avec, cette personne de l'incubateur qui te donne un très, très bon conseil. C'est important, tous ces détails en fait,
c'est important pour les auditrices qui ont envie elles aussi de se lancer. Voilà, comme tu le dis, de s'entourer des bonnes personnes, de questionner des experts. C'est hyper important parce qu'une personne peut vous donner un conseil qui va changer tout le cours de ce projet et du Ouais, lancement ou de la exactement. suite. Enfin, C'est exactement ça. c'est tellement important. Et en plus, donc toi, ce que tu as fait, donc tu as joué la carte sans le faire, sans vouloir vraiment comment dire, sans que ce soit une réelle stratégie, mais tu as joué la Mmh. carte du personal branding. En plus, quand c'était un peu le début, en fait. C'était vraiment le début. Aujourd'hui, tout le monde fait ça, Ouais. parce qu'on a compris que c'est ce qui fonctionnait. Mais c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que tu as été avant-gardiste un petit peu, hein, comme les mini-mondes, ce genre de marques qui ont aussi joué la carte du personal branding. Et je trouve ça super que tu l'aies fait un petit peu, entre guillemets, avant tout le monde, et que ça ait fonctionné, que ça ait pris. Et comme tu le disais, ce qui est hyper cool, c'est que tout de suite, tu as montré voilà ce que je fais, voilà pourquoi je le fais, voilà qui je suis et voilà toute l'équipe qui est derrière moi. Et d'ailleurs, comment ça s'est passé pour cette fameuse vidéo? Parlons-en quand même. Comment tu as fait cette vidéo? Qui a eu l'idée? À qui tu as fait appel? Qui a eu l'idée de la mise en scène? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? Parce que je trouve que c'est quand même donc tout l'aspect communication. Si tu ne communiques pas, tu ne vends pas. Ouais, Ton projet n'aura aucune visibilité, donc c'est hyper c'est important. bien vrai. Quelles ont été les étapes de cette fameuse vidéo qui a cartonné? Je pensais pas que cette vidéo avait reçu autant de qu'elle avait autant plu, je t'avoue. Si, ben, elle a fait tout le tour de LinkedIn, je pense. Que si tu savais comment elle a été filmée, tu vas savoir et ça je pense que ça va te faire rire. En fait, pour la com, j'avais pas de budget parce que, j'étais étudiante et la campagne de crowdfunding, c'était vraiment le moment qui allait me permettre de voir si le projet allait plaire ou pas. J'en avais aucune idée. Et donc je voulais avancer le moins de frais possible. Donc pour la vidéo, j'ai fait appel à un étudiant qui était en école de com, et de ouais, ou de journalisme, de médias. Et donc j'ai écrit le script au préalable. Ça m'a bien pris 2 mois parce que, je savais pas du tout comment, alors 2 mois, pas 2 mois à temps plein, hein, mais je m'y mettais, tu vois, un petit peu toutes les semaines et dès que j'avais une idée, je le notais sur un carnet. Et j'en revenais et puis petit à petit, la vidéo s'est créée comme ça. Et oui, donc j'avais aucune idée de comment on écrivait le script d'une vidéo, donc j'ai regardé un petit peu tout ce qui se faisait, que ce soit sur Ulule, sur Kickstarter, en anglais, dans différentes langues, pour un peu piocher les bonnes idées. Hem et en fait, je l'ai construit de façon très simple, heu un peu une accroche, une présentation, ensuite le problème évoqué, le produit, qui répond en fait au problème ou qui répond aux besoins, heu, la présentation du produit, du process de fabrication et puis ensuite un peu une scène de fin où j'essaye de de, bah, de rallier tout le monde à la cause. Donc je l'ai fait très simplement. On a tout tourné à Bordeaux en une demi-journée, je crois, ou même Waouh, pas. bravo. 2 heures parce qu'on était vraiment dans le rush total. On avait fait le shooting photo juste avant en 2 heures et après on a enchaîné sur le shooting vidéo. Et puis les scènes au Portugal, ont été filmées avec un freelance brésilien, que j'avais trouvé sur place. Je lui avais dit: «Écoute, j'ai pas beaucoup d'argent, est-ce que tu viens m'accompagner? J'ai besoin de quelques scènes dans les ateliers». Il m'a dit: «OK, pas de problème» et depuis c'est devenu un ami. Et donc l'étudiant en France a monté, toutes les scènes, faites à Bordeaux et au Portugal. Hem, mais c'est vrai que c'était une vidéo, petit budget, ça c'est sûr. Je suis contente que ça se soit pas vu, mais Bah, c'était un petit absolument budget. pas. Bon, bah, Absolument pas. super. Tout est top, la mise en scène. Même toi, tu es quand même hyper à l'aise, en fait, dans cette vidéo. Tu arrives c'est ça qui est difficile à travers une vidéo, c'est de décupler, en fait, de faire passer un message Oui, et de montrer les émotions. ouais. Mais en fait, comme on était dans le rush et qu'on n'avait pas de temps, je me suis dit: «Laure, tu as 3 prises, il faut les réussir». Donc je me suis mis à fond et finalement on n'a pas eu tant de prises que ça à faire, donc je suis contente que ça rentre bien alors, que ça te plaise. Je pense que, ouais, c'est une très bonne vidéo et je pense qu'elle a beaucoup joué, en fait, dans cette campagne nulle et cetera. En tout cas, si toi, tu aimes bien raconter des histoires sur LinkedIn, je pense qu'il faut que tu racontes cette histoire derrière la vidéo. J'y penserai pour un prochain post. Et donc plus globalement, Laure, quelles ont été, en résumé bien sûr, les étapes de ce projet de A à Z? De Z à A, quand Ou même, de Z de Z à à A? Comme Zeta, par exemple. exactement. J'allais un peu souffler. Les grandes étapes, je dirais, d'abord la prise de conscience, que j'ai eue pendant mon année de césure de me dire: «OK, j'arrête mon job et je vais me lancer dans un projet».
Puis en septembre, j'intègre le master, je rentre dans l'incubateur qui me donne quand même un lieu et un cadre pour lancer ce projet. Je me lance pas toute seule. J'ai quand même, une personne qui m'accompagne tout au long de l'année. Ensuite, il y a la recherche d'usine qui se fait, 2-3 mois après, après quelques échanges de mails où là, je pars au Portugal sur un coup de tête. J'avais une semaine de cours et donc je décide de louper les cours, attention, Oh! pour C'est pas bien. pour partir au Portugal, parce que oui, les usines sont ouvertes, uniquement en semaine, donc j'avais pas forcément le choix. Je pars, je me souviens avec les quelques économies que j'avais de côté. Je travaillais dans un bar à Bordeaux à côté de mes études et donc je pars, pour la petite histoire parce qu'elle est assez rigolote, je pars avec mon billet d'avion, ça j'ai réussi à le financer, la voiture de location parce qu'il faut pouvoir, bouger dans les différentes usines, qui sont situées, en périphérie, des villes. Et il me manquait j'avais pas suffisamment d'argent pour, payer le logement et je voulais surtout pas demander d'argent à mes parents parce que comme je t'avais expliqué, j'ai pas de preuve à ce moment-là que, voilà, que le projet va prendre vie. Donc je décide de faire du couchsurfing, tu sais, de dormir chez Oui, l'habitant. oui, tout à fait. Donc j'envoie un message, 2 jours avant, à un Portugais, le seul, dispo à ce moment-là, un mec génial d'une quarantaine d'années. Je lui dis: «Écoute, je suis un peu dans la merde là, j'ai nulle part où dormir. Est-ce que tu veux bien me prêter ton canapé?» Il me dit: «OK, pas de problème, je t'accueille» et en fait, j'ai passé 3 jours formidables. On a ri, mais c'était top et il m'a fait visiter la ville en plus, sous un autre angle, donc c'était chouette. Et donc je pars à la rencontre des usines à ce moment-là. J'en avais sélectionné 3, et en fait, la première que je rencontre, j'ai un énorme coup de cœur, pour, les personnes, et c'est celle avec laquelle, je travaille aujourd'hui. Donc ça marque quand même un Oh! tournant. Ouais, C'est ça beau. marque quand même un tournant dans l'aventure parce qu'on a une relation très, très particulière, hem, surtout avec le fils, en fait, du responsable du fondateur de l'atelier, hem, qui m'a accompagnée tant sur le plan perso que pro pendant, depuis 3 ans, et on est, très amis et on s'envoie des cadeaux régulièrement, quand on se revoit à chaque fois, enfin, je me sens vraiment comme chez moi, dans cet atelier, parce que c'est l'atelier qui a vu naître le projet, qu'ils ont tout fait pour voilà, ils m'ont fait confiance au début, et ils ont tout fait pour que ça marche. Donc c'est ouais, c'est cette rencontre-là en octobre ou novembre, elle est très particulière. C'est une aventure humaine, avant tout alors? Ouais, exactement, absolument. Je suis très, très attachée à eux et c'est aussi pour ça que, j'en parle beaucoup et qu'on inscrit le nom de chacun des artisans, sur le site internet. Sur la fiche produit, on a, «Par qui sommes-nous fabriqués?» et donc tu as la liste, de tous les artisans, qui ont participé à la création du produit. Et alors pourquoi tu as appelé cette marque Zeta? Zeta, c'est un dérivé de la fonction zéro en maths, donc pour zéro déchet. Ah waouh! Tellement Et clever. voilà. Et pour la petite histoire, j'ai appris par une cliente hongroise quelques mois plus tard que c'était aussi le nom d'un cépage hongrois. C'est pas vrai? Heu, donc je me suis dit: «Mais bingo, ça tombe tellement C'est bien incroyable. Bah pour oui, cette raison». well done, franchement bien joué. Donc ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que lors de cette campagne Ulule, tu lances la campagne et tu as vendu 100 paires de chaussures en même pas quelques heures, donc ce qui est déjà dingue. Ouais, C'est ça, hein, hem, je dis pas de bêtises? ouais, c'est ça. Donc en fait, la dernière étape, je pense, du process, ouais, c'est ça, c'est le lancement de la campagne le début septembre, 2020, avec pour objectif 100 paires, précommandées pour lancer la prod. C'était ce qu'on s'était fixé avec l'atelier et en fait, à la fin de la journée, il me semble, on atteint 500. Waouh! Heu Et là, tu te et dis quoi là, à ce moment-là? oh, je réalise pas du tout. C'est qu'un chiffre sur un écran. Vraiment, à ce moment-là, j'arrive même pas à me rendre compte ce que ça fait d'avoir 500 paires de chaussures autour de moi. Surtout que 500, c'était le chiffre que je m'étais fixé, c'était le plafond un peu maximal que j'avais sur mon business plan. Hem, donc j'avais même pas fait mes calculs au-delà. C'était assez incroyable et donc là, je réalise pas. Je commence à comprendre qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de travail parce que je commence à avoir plein de rendez-vous à droite à gauche. Alors, des rendez-vous presse, des collaborations, des boutiques qui commencent à nous Waouh! écrire, à nous appeler. Sarenza, au bout de 2 jours, qui veut commercialiser les baskets. C'est pas vrai, ça m'a donné un Alors frisson. alors qu'on n'a même pas, tu vois, le retour d'expérience des clients, donc c'est assez dingue.
Et là, je vis un mois, épuisant, vraiment, Ah bah oui. où, heu, où je suis à la campagne chez mes parents parce que je voulais surtout pas vivre ce lancement toute seule, et où, je passe, des journées, mais je crois que je me lève à 6 heures, je commence à 7, je finis à 21 heures. C'est à peu près ça pendant un mois. Et ouais, c'est une semaine, c'est un mois de campagne très, très fatigant, mais tellement excitant aussi de me dire: «Mais ouais, les gens sont réactifs au projet, ça leur plaît». Et en fait, qu'est-ce que ça enfin, je j'arrive même pas à me projeter dans le après. Comment ça va se passer après, quoi? Et oui, Et c'est ouais, c'est difficile de s'imaginer c'est quoi ma vie maintenant? c'est Qu'est-ce ça. qui va se passer? Qu'est-ce que va devenir Zeta? Est-ce que c'est vraiment réel, en fait? C'est exactement ça. Et ça me va enfin, je pense qu'il m'a fallu vraiment un an pour réaliser tout ce qui s'était passé. Parce que j'étais dans ma bulle, j'ai vraiment été dans ma bulle pendant une année, parce que les choses ont été tellement vite, tout s'est accéléré. Suivi, quand la campagne s'est terminée, il fallait déjà, plancher sur le site internet, sur les prochaines étapes, sur les prochains produits même, parce qu'il faut voilà, il faut sortir de nouvelles collections, assez régulièrement quand même. Il faut aussi établir le plan de production avec, l'atelier qui s'attendait pas à recevoir, une commande de 2 700 paires. Hem, Il devait être trop donc il y a content. ouais, ils étaient trop contents, et genre tous les jours, ils étaient en train de recharger la page pour voir le nombre de paires qui augmentait sur la cagnotte Ulule. Donc c'était rigolo, ils étaient aussi enthousiastes que nous, dans ce projet. Donc c'était top. Et ouais, donc tout s'accélère, et en fait, j'ai pas vraiment le temps de souffler, quoi. En un an, je prends pas de vacances, je suis à fond, et je prends même pas le temps de recruter parce que, j'ai Anne qui me rejoint en alternance sur la partie SAV communication, mais je prends même pas le temps de me poser et de me dire: «Est-ce que finalement on va avoir besoin de d'autres personnes?» heu, Parce que je suis un peu prise dans un tourbillon, quoi. Et donc aujourd'hui, vous êtes combien alors? Aujourd'hui, on est 5, on a quand même recruté. J'ai recruté. C'était Et tant mieux nécessaire. parce que ouais, c'était nécessaire, et c'est formidable de travailler à plusieurs. Il y a plein d'idées qui se créent, on au quotidien, c'est un vrai plaisir quand on voilà, quand on trouve des personnes avec qui ça match. Donc non, non, c'est génial, on est une petite équipe, ça fonctionne super bien à 5. Pour l'instant, on n'a pas besoin de d'être davantage, mais c'est ouais, c'est top. C'est top de pouvoir se dire qu'on a créé de l'emploi, et qu'on est avec des gens, passionnés qui s'investissent autant dans le projet que j'ai pu l'être au début. En tout cas, c'est incroyable, vraiment, je suis admirative de ce que tu as entrepris et tu es très jeune, tu as 25 ans, tu parles comme une nana qui a 20 ans d'expérience, quoi, c'est c'est quand même assez hallucinant, tu vois? Hem, Je pense on apprend beaucoup aussi durant enfin, j'aurais jamais appris autant que pendant cette année où j'ai monté le projet, et l'année, la première re année de Zeta. Sur Je me suis retrouvée confrontée à des situations où, j'avais pas le choix en fait, que de trouver des solutions. Et donc j'ai appris tellement de choses sur le plan, logistique, finance, administratif. Moi qui avais horreur des papiers, de la paperasse, maintenant j'ai plus trop le choix. Sur le plan com, collaboration, enfin faire des rendez-vous clients, négocier les prix, savoir dire non aussi. Même sur le plan perso, j'ai beaucoup, beaucoup évolué. J'ai énormément grandi, et et c'est des choses qu'on n'apprend pas quand on est en entreprise. Alors peut-être, mais pas aussi vite. et ben non, parce que surtout quand on commence, en général, dans une entreprise, on est, dédié à un périmètre. Donc déjà, tu vois, Exactement. on peut pas vraiment, évoluer sur tous les fronts comme quand on est entrepreneur. Et on a des managers, on a des gens qui sont là pour nous aider, pour, voilà, des collègues, donc on n'a pas à tout gérer nous-mêmes. Donc effectivement, C'est quand ça, on est on est moins en entrepreneur, autonomie, ouais. eh Mmh. ouais, c'est en mode fusée, quoi. Le rythme d'apprentissage, c'est assez exceptionnel. Donc aujourd'hui, clairement, on peut pas dire que tu as changé de vie puisque finalement, bah, c'est ta vie, quoi. C'est à la limite, toujours été depuis le début de ta «carrière» entre guillemets professionnelle. Et donc j'ai vu que tu étais même présente au Festival de Cannes, pour une collaboration avec Nespresso. Dis donc. Donc de quoi il s'agissait exactement? C'est assez incroyable, hein, c'est assez incroyable. Quand j'ai appris cette nouvelle, je me suis dit: «Mais Mais que se pourquoi moi, passe-t-il? quoi? Qu'est-ce que je vais faire là-bas?» En fait, on a fait cette collaboration avec Nespresso, pour une basket, en marc de café.
qu'on a lancé en mai et en fait, Nespresso a chaque année, en fait, un bout de plage, à Cannes. Ils ont un restaurant, ils organisent quelques événements et donc l'idée, c'était d'être présente au festival et que, des collaborateurs, des personnes, des influenceurs, des célébrités portent les chaussures, pour communiquer sur Waouh! le projet. C'était dingue et en fait, donc ils m'ont proposé de venir et de monter les marches du festival. C'était, C'est fou. ouais, ça me fait encore des frissons rien que d'en parler parce Mmh. que, c'était pas forcément un rêve. En fait, j'aurais jamais pensé, faire ça un jour. Je regardais, tu vois, de temps en temps la télé, mais ça me faisait pas spécialement, rêver parce que c'est pas un milieu que je connais, c'est pas un milieu, qui m'appartient et et du coup, j'ai reçu cette invitation et c'était assez dingue. Parce que tu te sens très privilégié le temps de 24 heures, ça a duré c'était Mmh. assez court, j'y suis allée 24 heures. Tu te sens très privilégié parce que tu es accueilli dans un super palace. Pardon. Tu as un chauffeur qui vient te chercher, qui t'emmène aux différents endroits et puis surtout tu montes les marches et tu vas voir un film primé, nominé au festival. Donc c'était un moment assez unique, assez magique, oui, que je vivrai une seule fois. C'est super. En tout cas, c'est top, Laure, je trouve que tu es vraiment restée et ce n'est que mon avis, tu es restée malgré donc tout ce projet, cette réussite, ce changement de vie, c'est tous ces gens qui te contactent, c'est assez incroyable. Tu es restée humble, tu es restée modeste et je pense que c'est important que peu importe notre niveau de réussite, peu importe ce qui nous arrive dans la vie, il faut savoir rester humble, parce que déjà d'une, bah, voilà, on va tous finir au même endroit, hein, voilà. C'est important de se le rappeler et que demain, voilà, demain le succès peut aussi ne plus être le même. Donc je trouve que c'est très important de garder cette qualité et que je trouve que tu as gardé et je pense que c'est important. Ça joue énormément. Ouais et il y a le côté aussi, ne pas oublier ses valeurs, la façon dont on a été éduqué et les principes qui nous semblent importants. Parfois, on peut être pris dans une spirale, dans un tourbillon, de se dire: «Ouais, c'est formidable, tout ce qui m'arrive». Mais ne pas oublier, voilà, ce qui est important, la famille, les amis, enfin, en ce qui me concerne, c'est ce que j'ai de plus cher et voilà, le reste, ça reste professionnel. Ce sont de superbes opportunités, mais ça reste le travail et il y a des choses qui sont, voilà, bien plus importantes. Tout à fait. Garder les pieds sur terre et avoir des points Ouais, d'ancrage, solides pour se rappeler d'où tu viens et qu'est-ce qui est vraiment prioritaire dans la vie. C'est vrai, exactement. tout à fait. Merci beaucoup Laure pour cet échange absolument formidable, en toute Merci transparence, Sandra. sans filtre, j'adore. On a 2 questions rituelles dans le podcast, pour chacune de mes invités. Donc la première, c'est: est-ce que tu as, Laure, un conseil ou un mantra que tu aimerais partager avec nous? Faut pas hésiter à prendre des risques dans la vie, peu importe que ce soit au niveau pro ou au niveau perso. C'est applicable à tous les secteurs et en France, on a très peur de se lancer, parce qu'on a peur d'échouer, on a peur du regard des autres, on a peur du jugement et en fait, il faut pas avoir de regrets, il faut pas hésiter à voilà, à tout donner pour se lancer dans un projet, quel qu'il soit et c'est pas grave de tomber, c'est pas grave si ça ne fonctionne pas parce qu'à côté de ça, on apprend tellement, sur tout un tas de sujets. Donc je pense que si j'avais un conseil à donner aux auditrices, ce serait, de prendre des risques. Top. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, sur ce que tu aimais faire quand tu étais petite fille. Mais du coup, la deuxième question que je pose toujours, c'est: qu'est-ce que tu voulais faire de ta vie quand tu étais petite fille? Qu'est-ce que tu voulais devenir? Qu'est-ce que tu voulais être? Hem, il y a 2 réponses à ça. Quand j'avais 5 ans, je disais à mes parents que je voulais être infirmière. C'était un mélange entre infirmière et fermière. J'ai jamais compris parce qu'en plus, bah si, la campagne et puis, aider les autres, ça doit sûrement être ça. Oui, tout à fait. Non, je voulais être, modéliste ou styliste. Je voulais concevoir des vêtements et coudre ouais et créer, des vêtements de toutes pièces et finalement, bon, j'ai un peu réussi grâce à Zeta parce que, je les crée pas de moi-même, mais je participe au processus de création donc je suis ravie. Bravo Laure, en tout cas pour ce parcours. Ce n'est que le début et je te souhaite Merci évidemment Sandra. beaucoup de succès. C'était génial d'échanger avec toi en tout cas. C'était trop chouette. Merci Laure, c'était un plaisir pour moi aussi. À bientôt Laure. À bientôt.
C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout n'hésite pas. Merci pour ta fidélité et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pense à rejoindre la communauté Les Locomotives sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, de motivation et de good vibes.